Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la Faculté des Lettres à l'Université de Lausanne pour la conférence de Jean Liermier, metteur en scène de l'opéra Le Nain d'Alexander von Zemlinsky, conte tragique en un acte sur un livret de Georg C. Claren d'après l'anniversaire de l'infante d'Oscar Wilde. Cette rencontre avec Jean Liermier inaugure le partenariat renouvelé entre la Faculté des Lettres et l'Opéra de Lausanne. Opéra de Lausanne que je tiens ici à remercier chaleureusement et en particulier Camille Girard pour la coordination de cet événement. Dorénavant, la Faculté des Lettres organisera annuellement une rencontre avec une personnalité au programme de l'Opéra de Lausanne. Ce cycle de rencontres s'inscrit dans le vaste panorama des collaborations et des partenariats culturels de la Faculté des Lettres à divers niveaux, dont on peut citer les rencontres du 7e art, les fouilles archéologiques de Vidi ou les journées du patrimoine. La faculté est aussi un partenaire régulier de la Cinémathèque suisse et s'engage, grâce à ses chercheurs et chercheuses, auprès de très nombreux acteurs suisses, tels que le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, la médiathèque du Valais, la Bibliothèque nationale suisse, le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, le Musée romain de Nyon, et je ne cite ici que quelques exemples. La faculté est aussi présente à BD-Film, au Tournefilm Festival, à Cinéma Sala, au Livre sur les quais et au Festival Histoire et Cité. Enfin, son rayonnement dépasse les frontières helvétiques grâce aux projets de ces chercheuses et chercheurs qui peuvent avoir lieu au Musée d'Orsay de Paris, au Musée Photographiska de New York ou encore sur les terres de Syrie. La Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne confirme ainsi son rôle majeur dans le tissu culturel local et international et renforce son engagement envers un partage des savoirs et son attachement à une culture vivante. L'événement de ce soir me permet de vous le prouver. Ce partenariat avec l'Opéra de Lausanne, ainsi que la venue exceptionnelle de Jean Liermier, ont permis à la Faculté des Lettres de mettre sur pied un enseignement spécifique, un cours imaginé sur mesure par Juliette Loesch et Constance Frey sur Oscar Wilde, qui a inspiré donc l'opéra, un cours qui inclut également la visite des coulisses de l'Opéra de Lausanne. C'est à elles deux que je vais donner la parole afin de vous présenter notre hôte de ce soir, en les remerciant de leur confiance, sans oublier les étudiantes et étudiants de leur cours présents aussi aujourd'hui et qui participeront à la discussion qui suivra donc la conférence de Jean Liermier. J'aimerais encore remercier Jean Liermier, bien sûr, qui nous fait le plaisir et l'honneur de sa venue à l'Université de Lausanne aujourd'hui. Un temps de questions avec le public est prévu à la suite des échanges avec les étudiantes et Juliette Loesch et Constance Frey. Et j'aimerais encore remercier, bien sûr, toute l'équipe pour l'organisation et en particulier Donatella Romeo, chez nous, au service communication et valorisation. J'aimerais aussi remercier la présence du décanat de la Faculté des Lettres et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée et j'invite Constance Frey et Juliette Loesch à me rejoindre pour présenter notre hôte de ce soir. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup Nathalie Dietschi pour cette introduction. Nous nous joignons à tes remerciements aux différentes personnes présentes ce soir et nous tenons également à te remercier pour avoir donné l'impulsion à ce partenariat renouvelé avec l'Opéra de Lausanne. Constance et moi sommes absolument ravis de pouvoir participer à cette rencontre et de pouvoir donner notre enseignement sur ce magnifique thème des interactions d'Oscar Wilde à la scène. Donc en effet, cette conférence fait écho à un séminaire de master que Constance et moi avons le plaisir d'enseigner à 4 mains et qui s'intitule Oscar Wilde on Stage. Notre enseignement combine nos différents intérêts académiques et artistiques et nous avons conçu un séminaire interdisciplinaire autour de la littérature, de la musique et de la danse. Avec nos étudiants et nos étudiantes, nous analysons comment les œuvres d'Oscar Wilde sont transposées à la scène et nous nous concentrons particulièrement sur 2 œuvres de Wilde, sa pièce Salomé, qui a inspiré un célèbre opéra de Richard Strauss, et le conte qui nous intéresse ce soir, l'anniversaire de l'infante. Nous étudions les stratégies de transposition intermédiatique qui caractérisent le passage du texte à la musique, à la chorégraphie, à la mise en scène, et nous utilisons une méthode comparative pour étudier les similitudes et les différences entre le texte et son adaptation, mais aussi entre différentes adaptations scéniques, ce qui nous permet de réfléchir à la manière dont les œuvres entrent en dialogue et se répondent. Nous attirons aussi l'attention de nos étudiants et étudiantes sur le support matériel des œuvres, parce que si l'objet livre ou la partition musicale sont des objets tangibles, qui sont fixés sur la page, ce n'est pas le cas des représentations scéniques, qui parfois existent seulement pour le temps d'une soirée ou sur une série de dates limitées, puis s'interrompent.
Donc si on souhaite analyser ce genre d'œuvre, il s'agit de rassembler les traces partielles qui nous en restent pour se faire une représentation au plus près de ce qu'était cette œuvre scénique qui n'existe plus en tant que telle. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé une visite de l'antenne lausannoise des archives suisses des arts de la scène, qui conserve les archives de la danse pour la Suisse romande, et notamment le fonds d'archives de Maurice Béjart, un chorégraphe qu'on connaît bien ici à Lausanne, et qui a énormément travaillé sur la Salomé d'Oscar Wilde. Il l'a mise en scène pas moins de 9 fois au cours de sa carrière, et donc on a pu consulter les archives en lien avec ces Salomé, on a pu visionner des extraits vidéo, on a pu consulter des programmes, des photos, des dessins de costumes, ce qui nous a permis de nous faire une idée de ce que devaient être ces œuvres scéniques qui ne sont plus mises en scène à l'heure actuelle. Et enfin, grâce au partenariat avec l'Opéra de Lausanne, nous aurons la chance de visiter les coulisses de l'opéra, puis de pouvoir assister à une représentation scénique du nain, et donc de vivre pleinement cette mise en scène de Jean Lhermier. Donc les étudiants se trouvent en fait dans une position qui est assez exceptionnelle pour aborder cette œuvre, car ils ont non seulement étudié les textes en amont, ils ont lu le livre, le conte, ils ont étudié le livret de l'opéra, ils ont écouté la musique, ils ont visionné des captations d'autres mises en scène du nain, mais ils ont aussi la chance ce soir de pouvoir écouter le metteur en scène leur parler de son projet, d'échanger avec lui, et finalement, dans quelques semaines, ils vont voir l'opéra se concrétiser sur scène. Donc c'est une occasion vraiment formidable, et nous espérons que cela nourrit la curiosité de nos étudiants et étudiantes, et que ça nourrit également leur appétit pour la recherche interdisciplinaire. Bien, quelques mots pour placer le décor. Dans la chronologie, c'est toujours assez utile pour suivre. Je ne vais pas spoiler le contenu du nain, mais je dirais juste que nous partons d'une publication en 1891 de ce conte absolument tragique de Oscar Wilde, l'anniversaire de l'infante. Ce conte a ensuite été adapté de façon tout à fait libre par donc Oscar Wilde, qui est donc irlandais. Il a été adapté, ce conte, par Georg Claren, qui lui est autrichien. Alors cette adaptation libre, c'est déjà une grande question. Qu'est-ce qu'on garde pas? Où est-ce qu'on transforme? C'est un peu comme une transcription musicale avec des points absolument saisissants, mais encore une fois, je ne dis rien. On est en 1918 et puis vous voyez que le troisième temps fort de cette œuvre, c'est la réalisation musicale. C'est-à-dire que Alexander von Zemlinsky, qui est un compositeur autrichien, va créer cette pièce en 1922. Alors ce qui est très intéressant pour nous, c'est le titre de l'œuvre de départ, celle de 1891, qui met au centre l'infante. Et il y a un déplacement de curseur, puisqu'ensuite on passe vers le nain. Donc c'est plus le même protagoniste dans le titre, et ceci aura une incidence claire sur les choix, en tout cas de la part de Claren. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est de comprendre ce glissement de regard avec une attention toute particulière sur le nain. Et comme il s'agit de musique aussi, on va certes avoir du temps et le privilège de pouvoir échanger sur la mise en scène qui est aussi reliée à la musique, j'aimerais quand même vous proposer un petit extrait musical. Vous allez trouver ici projeté les répliques. C'est un moment clé où on apprend que le plus beau des cadeaux, je ne dis pas plus, est affreux. Donc il y a déjà toute une tension narrative, mais aussi musicalement, il va se passer des choses. Donc d'un point de vue sonore, c'est très intéressant parce que c'est comme une peinture, sans vouloir limiter l'impact de la musique, mais c'est un peu comme une peinture sonore de la laideur du nain. Donc vous voyez, dans la longue réplique, on apprend que il boite, ce qui semble assez naturel pour un nain. Il boite, ses cheveux sont une tignasse de feu, sa tête est engoncée dans ses épaules trop hautes, il ploie sous le poids d'une bosse et son corps tout entier est petit et difforme. Alors, musicalement, il se passe beaucoup de choses. Je vais attirer votre attention sur 2 points. Il boite, on va avoir un rythme boiteux.
donc avec une arythmie, une forme d'arythmie ou de manque d'asymétrie. Et puis le deuxième point, c'est cette difformité qui va se traduire, par exemple, avec des glissandi, où il y aura vraiment cette notion d'absence de contour défini, quelque chose de difforme qui n'a pas de point d'appui. Donc, c'est ce que vont faire les cordes dans l'orchestre. C'est des petits gestes comme ça de glissandi. On écoute, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne veux pas prendre trop de temps. On écoute ce petit extrait. Das Schönste ist scheußlich. Scheußlich, das Schönste, so reden doch. Wir hörten allerlei schon Raunen. Der Sultan sandte einen. C'est un sacrilège. Navré d'interrompre, c'est le but du jeu aussi. Un petit extrait pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Donc, nous allons parler de cette œuvre avec Jean Liermier, qui est une figure clé, si je peux me permettre de prononcer ce mot, du théâtre en Suisse romande. Et je dirais que si je suis obligée de résumer, puisqu'il faut, voilà, il me faudrait des jours entiers pour faire sa biographie, mais il y a une grande fidélité, en tout cas que je distingue dans les axes, sur les grands textes classiques du théâtre. Et puis il y a cette merveilleuse volonté, ce désir incommensurable de partager le théâtre et de le rendre vivant. Donc ça, je dois dire que pour moi, c'est les deux axes sur lesquels j'aimerais insister. Et donc ce travail autour du théâtre, il passe aussi par le jeu de scène, l'acteur. Donc nous avons aussi un comédien avec nous ce soir, pas seulement un metteur en scène, mais aussi un comédien qui a été aussi sous la direction de Claude Stratz, par exemple, qu'on connaît bien aussi dans la région. Je voudrais pas faire la liste complète, j'en mentionne qu'un seul. Et puis en contrepoint, j'aimerais aussi souligner que Monsieur Jean Liermier a pas seulement fait les grands classiques, mais aussi interpréter Tintin. On se souvient de cette célèbre pièce, Les bijoux de la Castafiore, mémorable, montée en 2001, si je ne me trompe pas, pour la première fois, qui a été ensuite repris l'année dernière, en 2025. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Depuis 2008, Jean Liermier est le directeur du théâtre de Carouge à Genève. Une institution qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque sous le règne donc de plus de 18 ans de Jean Liermier, il y a eu la naissance d'un nouvel édifice qui a fédéré des rencontres et valorisé aussi le théâtre. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce soir, on va se mettre à table avec la mise en scène du Nain. C'est pas la première fois que vous vous intéressez à l'opéra. Vous avez fait beaucoup de mise en scène de théâtre, mais aussi à l'opéra. D'ailleurs, ça me fait penser que vous êtes poursuivis par ces grands M, les Molières, les Marivaux, mais il y a aussi Mozart qui apparaît très clairement dans les mises en scène d'opéra avec Così fan tutte, le Zauberflöte et puis les Noces de Figaro. Donc on se réjouit beaucoup de vous entendre sur votre travail de metteur en scène et je vous prie d'accueillir de façon très sonore notre metteur en scène Jean Liermier. Merci beaucoup. J'ai le micro. Super. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup à vous d'être là. Merci de m'accueillir. Merci pour tous ces mots adorables, gentils, mais très impressionnants, avant même d'avoir commencé à prendre la parole. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un conférencier. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste, je suis ce qu'on appelle un généraliste, qui m'appuie en tant que metteur en scène des services de spécialistes, c'est-à-dire des personnes qui ont des compétences beaucoup plus fortes que moi dans des domaines tels que la scénographie, les costumes, les lumières, les accessoires, la dramaturgie, et que moi je suis la personne qui est là pour fédérer et essayer de donner un cap ou une vision pour que tout le monde puisse travailler dans une direction. Et que le bonheur d'un metteur en scène reste
la surprise, ce qu'on ne sait pas. Donc j'avais des notes, je les ai laissées de côté dans mon sac, et ce qui compte, c'est l'échange que nous allons avoir là directement sur un moment particulier qui est à peu près 3-4 semaines d'une première de l'Opéra du Nain. C'est-à-dire qu'on est en plein chantier qui s'appelle des répétitions. C'est un moment où on fait, où on défait, où on mesure, où on se dit on doit trouver des équilibres, des dosages. Alors là, au théâtre, c'est évidemment très différent qu'à l'opéra, puisqu'à l'opéra, il y a quand même les tempi qui sont donnés, il y a la musique qui est donnée. Donc c'est un cadre dans lequel on se doit de s'inscrire. Alors qu'au théâtre, on doit inventer la musique. On peut jouer une scène radicalement différemment, simplement en changeant le rythme, ou en changeant le volume, l'intensité, ce qu'on ne peut pas faire à l'opéra. Donc là, on est en ce moment dans la salle de répétition de l'Opéra de Lausanne, qui est un super lieu, sain, qui donne envie d'inventer. Pas de décor, juste les accessoires pour le moment. Le décor est en train d'être monté sur le grand plateau. On y sera à partir de la semaine prochaine. Et là, on essaye de trouver ce qu'on va dire du concret. Du concret. C'est-à-dire que ça ne soit pas que des notes qui sont chantées, mais qui sont interprétées. Et que là, la différence avec ce qu'on peut être amené à faire au théâtre, c'est que pour les chanteuses et les chanteurs, ils arrivent déjà avec la partition connue. Ils ont beaucoup de coups d'avance par rapport aux comédiennes et aux comédiens. Et que là, l'idée, c'est dans la mesure où ça n'est pas naturel parce qu'ils chantent, tout simplement, je ne vais pas faire la conférence en chantant parce que je respecte trop vos oreilles, donc ça c'est une chose donnée, mais à partir du moment où il y a cet écart, cette transposition de par le chant, je peux, moi, en tant que metteur en scène, m'appuyer sur des rapports, des relations, des situations, simplement des gestes de théâtre. Et avec une attention particulière pour ne jamais les mettre en situation de danger. Je ne suis pas un metteur en scène qui va pendre la chanteuse ou le chanteur par les pieds, le mettre à l'envers et le faire basculer comme ça alors qu'il a un aria tout doux à faire et qu'il ne pourra pas le faire parce qu'il ne pourra simplement pas suivre la chef, là en l'occurrence. Donc, il est toujours question de respect d'une œuvre et je m'inscris comme quelqu'un qui est au service à la fois des artistes qui sont sur le plateau, des équipes artistiques qui sont avec moi, mais évidemment des auteurs, des autrices ou des compositeurs et des compositrices. Juste en petit prélude, je tenais à reparler un tout petit peu de qu'est-ce que c'est que ce geste de la mise en scène. Et là, si vous me permettez, et n'y voyez aucune obédience en quoi que ce soit, je me suis appuyé sur une situation qui est la situation des Pietà. Donc je refais simplement la situation, le Christ vient d'être crucifié, il meurt, on le descend de la croix et il est recueilli par Marie, sa maman. Ça, c'est le texte, c'est la base, c'est ce qui est écrit, c'est la situation. Maintenant, la mise en scène, c'est le regard qu'on va porter sur la situation. Ce dont vous avez parlé tout à l'heure, du glissement par exemple qui est opéré entre l'anniversaire de l'infante et le nain. Il y a naturellement un déplacement de sujet, d'objet entre la petite, son anniversaire, et puis tout d'un coup un sujet, et j'essaierai d'expliquer pourquoi, Zemlinsky s'est penché plutôt, lui, sur le nain. Mais je vous ai pris juste quelques exemples. Alors je sais qu'il y a une grande spécialiste de l'histoire de l'art, donc je serai très précautionneux sur ce que je vais dire, mais c'est simplement pour qu'on ait la référence des images de traitement d'un regard d'un artiste sur une situation qui est donnée, qui encore une fois est la base, c'est-à-dire le texte. Là, on se retrouve avec la version de Bellini en 1460. Ce qui m'intéresse juste dans cette image, c'est sa position et le fait qu'il soit debout. Le fait que sa mère est à côté de lui, on pourrait, si on n'était pas au courant de la situation, même se poser la question, est-il mort? Simplement ça. Ensuite, Crespi, 1726, je ne suis pas du tout dans l'ordre chronologique, ne vous inquiétez pas. Là, ce qui m'intéresse, c'est le regard de la maman. Le corps, on le voit, est complètement détendu, il est mort, il s'écroule comme ça, et elle regarde le ciel, et c'est difficile de lire exactement son expression. Qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle est en train de dire merci? Est-ce que c'est un œil qui condamne? Mais il y a un point de vue, pour moi, qui passe vraiment par le regard, qui nous induit dans une explication ou une interprétation de cette situation par Crespi. Delacroix,
là on le voit, c'est difficile par rapport à la projection, mais on voit qu'on retrouve le blanc, le bleu, le blanc et le rouge. C'est-à-dire qu'il amène les couleurs du drapeau français à l'intérieur de la scène de la Pietà. La France, évidemment, n'existait absolument pas à ce moment-là. Le Van Gogh, là, lui, il en a fait carrément un autoportrait. On le reconnaît, c'est lui qui s'est mis à la place du Christ comme étant quelqu'un qui s'est fait persécuter et qui est dans la souffrance. Quarton, là, 1455, on fait une saute dans le temps. Et là, ce qui m'avait saisi en voyant ce tableau, c'était justement le corps du Christ, les muscles. On voit que le corps est presque rigidifié, qu'il est dans une position de souffrance, alors qu'on l'a vu dans d'autres tableaux précédemment, il pouvait être soit debout, soit complètement détendu. Donc là, encore une fois, l'histoire ou l'objet, le sens du récit se modifie par l'interprétation, là en l'occurrence de Quarton. Flandrin, si vous avez l'occasion d'aller au musée des Beaux-Arts à Lyon, il est exposé et il est juste sublime en vrai. Et ce qui est magnifique pour moi dans le tableau, c'est le jeu de lumière. Et de voir que lui est allongé, il est dans la lumière, sa maman est juste dans la position derrière et elle est en contre-jour. Et que pour moi, et chaque fois que je le vois, je change d'interprétation sur la réaction de la mère qu'on ne voit pas. Mais il donne la place et l'espace simplement dans le fait qu'on la devine à peine, mais où moi, spectateur de ce tableau, spectatrice, je vais pouvoir projeter quelque chose parce qu'il y a ce jeu d'ombre sur le visage de la maman. Et je ne pouvais pas m'empêcher quand même de mettre un petit Michel-Ange, parce que là, c'est quand même sidérant l'âge de Marie, où on se dit, mais elle est presque plus jeune que lui. Et cette posture de mère qui le prend dans les bras, hein, on l'a vu dans d'autres, c'est absolument pas forcément la situation qui peut être donnée à être interprétée. Et là, de le voir, il est quasiment en train de s'abandonner dans les bras de sa mère. Et la force, c'est qu'il arrive dans de la pierre à donner de la légèreté. Ça reste quand même une chose absolument hallucinante. Donc, on a le même texte. C'est le regard d'une ou d'un artiste qui va le sculpter ou nous apporter justement la lumière sur un objet précis de ce récit. C'est ce qui fait qu'il reste pertinent de monter des textes classiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts dans la mesure où on accepte de les regarder sans a priori, sans savoir, mais au contraire d'essayer de désapprendre. Alors, c'est scandaleux de dire ça dans une université, et veuillez m'en excuser, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire de se dire, on doit être armé de plein de connaissances pour pouvoir, dans le temps de la préparation, repartir avec Molière, avec Musset, avec Mozart ou la Zemlinsky, comme si ça restait une création et une œuvre originale qui venait de s'inventer. Et que l'idée de ne jamais plaquer quelque chose ou parfois des a priori en disant ça doit jouer comme ça ou il faut faire comme ça, se dire non, qu'est-ce qu'il a voulu vraiment raconter? Qu'est-ce que ça dit vraiment? Et là, tant à l'opéra qu'au théâtre, on est bien souvent surpris justement de ce qui nous attend. Mais si je viens dans une position de sachant et qui va dispenser un savoir, je vais perdre les moments de l'école buissonnière. Et les moments justement de surprise où un élément, une inflexion, un jeu de scène, un rapport de situation va modifier complètement la lecture d'une scène. Donc là, c'est l'art de l'individualité. On a besoin de personnalités fortes, là, de chanteuses et de chanteurs qui sont magnifiques dans la distribution composée par Claude Cortès à l'Opéra de Lausanne. Et puis après, de les mettre au service d'un collectif et de l'ouvrage. De la nouvelle au livret, comme ça a été dit tout à l'heure, Oscar Wilde 1891, Le Nain 1922, moi, ma découverte de l'anniversaire de l'Infante, elle remonte bien, il y a à très longtemps, où on me l'a passé comme ça, comme on peut passer un texte sous le manteau. J'ai lu ça et j'ai été extrêmement troublé. Et je ne savais pas tout à fait pourquoi. C'est pour ça qu'il est resté très longtemps sur mon bureau au Théâtre de Carouge, où je me disais, j'ai quelque chose à faire avec cette œuvre, je ne sais pas encore quoi, peut-être ça sera du théâtre, peut-être que ça sera autre chose, je ne le sais pas, mais comme certains livres, ils traînent sur le bureau en se disant, il y a un moment donné où
ça sera le juste moment. La rencontre va pouvoir s'opérer. Donc il restait, il traînait. Évidemment, j'ai été très impressionné par l'histoire. En 2 mots, vous m'avez fait la grâce de ne pas trop livrer le contenu, mais parce que je serai amené à parler un tout petit peu des différences quand même dans l'écriture, tant dans le récit aussi que dans le style. Le fait est que c'est un nain qui a été trouvé dans une forêt 3 jours avant et qui va être offert en cadeau pour l'anniversaire de l'infante, qui, chez Wilde, a 12 ans. C'est très important parce que dans l'opéra, ils font une bascule et elle a 18 ans. Ce qui peut se passer à l'intérieur d'une jeune femme à 12 ans ou à 18 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, eux, ils ont tenu compte voilà, de cette spécificité. Et il se trouve que ce nain-là, il est unique. Unique, pourquoi ? Parce que, et c'est à la limite presque de l'ordre de l'abstraction, il ne s'est jamais vu. Et il ne sait pas que, malgré même le fait qu'il soit nain, il est d'une laideur épouvantable. Mais à faire peur, vraiment. On le voit, c'est comme Cyrano. Cyrano de Bergerac, moi j'ai monté ça, et je me disais, voilà, il a un nez où si je sors l'acteur avec son nez dans la rue et qu'un enfant le croise, l'enfant éclate en sanglots. Il faut que ça ait quelque chose de monstrueux. Pour comprendre qu'est-ce que Cyrano a mis en place dans sa vie pour se défendre de cette fatalité. Et que là, ce nain, sa spécificité justement, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il provoque. Et tout ce qu'il comprend, c'est que quand les gens le voient, il rit. Et il est sûr que c'est formidable et qu'il est très drôle. Chez Wilde, il dansera au moment de l'anniversaire. On va lui demander une danse, on lui en demandera une deuxième. Et donc il y participe, il est très heureux. Et puis, dans l'écriture, il y a énormément de descriptions, ce qu'on n'a pas du tout à l'opéra, et notamment des descriptions de nature. J'y reviendrai, notamment sur les aspects de scénographie. Là, dans la nature chez Wilde, les fleurs, les animaux ont la parole. Ils sont amenés même à se positionner. Je me souviens de cette balade du nain qui se promène et où tout d'un coup, les roses et les fleurs s'offusquent en disant « Mais comment la nature a pu produire une horreur pareille ? Ça ne devrait pas exister !» Et chaque fleur y est de son couplet de jugement à l'endroit de ce pauvre nain qui se balade dans le jardin. Et il est défendu de mémoire par un lézard, entre autres. Le lézard disant « Enfin, vous êtes qui les fleurs pour parler comme ça ? Ça va, un peu de respect, c'est pas possible, on est comme on est finalement. » Et voilà, c'est des choses qui sont magnifiques justement dans la nouvelle. Et il se trouve que, après la deuxième danse, les enfants, comme tous les goûters d'anniversaire que vous avez connus, que j'ai connus aussi avec mes enfants, voilà, où on invite, voilà, on prépare le goûter. Alors là, c'est à un niveau spécial parce qu'évidemment, c'est l'infante d'Espagne. Donc il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de trucs très très bons à manger, j'imagine bien. Et après la deuxième danse, les enfants partent et on laisse le nain. Et là, c'est là, ce moment-là, de mémoire où il est dans le jardin, et il va vouloir la retrouver parce qu'il a eu un coup de foudre pour l'infante d'Espagne, du haut de ses 12 ans. Et il s'est dit, je veux la revoir et je vais avoir une histoire d'amour avec elle. Il décide de rentrer dans le palais. Il franchit une première porte, il rentre dans une première pièce. Elle n'est pas là. Il va rentrer dans une deuxième pièce. Il écoute. On n'entend pas les enfants, elle n'est pas là. Une troisième, je crois que la quatrième sera la bonne. Il rentre et tout d'un coup, il voit au fond de la pièce un être difforme et horrible. Il en a peur. Il se déplace. Et il voit que cette personne, ce monstre en face de lui, se déplace comme lui. Il va s'en rapprocher, il va s'en éloigner. Et il va faire ce chemin de comprendre que l'image, comme la découverte d'un enfant qui se met à jouer avec un miroir, l'image, ce reflet est le sien. Il s'effondre au sol, une fois qu'il a compris ça. Déboule l'infante avec ses camarades qui font la fête. Avec Don Pablo, il s'appelle comment ? Pedro. Don Pedro, qui est l'oncle,
Et c'est le premier qui dira, la petite bat des mains et dit je veux que le nain refasse une danse et qu'il m'amuse. Alors évidemment, tout le monde se plie à ça. Et il y a le fameux oncle Pedro, qui s'approche et qui dit s'il vous plaît, nain, je ne crois pas qu'ils disent de s'il vous plaît d'ailleurs, nain, il faut amuser l'infante. Il sort. Le nain ne bouge pas. Bon, la petite s'impatiente. C'est le chambellan qui va prendre le relais et qui va s'approcher comme ça du nain en lui disant s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît, mais bon, voilà, c'est mon côté poli, j'en rajoute. Et ça peut être une indication pour des interprètes, juste de penser qu'il y a un s'il vous plaît. Ou de dire non, tu mets un s'il vous plaît, mais il n'y en a pas. Ça change la manière d'appréhender le rapport avec, en l'occurrence, le corps qui est allongé au sol. Et il se rapproche, le chambellan, il voit que l'autre ne réagit pas, il le touche, et il comprend qu'il est mort. Il est mort de s'être vu et de ce que ça représente d'insupportable pour lui. L'histoire, c'est qu'il ne sait pas comment le dire à la petite. Il prend des pincettes et il lui dit, voilà, ça va pas être possible, il ne va pas pouvoir danser. La petite dit, oui, mais enfin, j'ai demandé à ce qu'il danse, pourquoi il ne pourra pas danser? Et là, il doit improviser, il doit inventer en disant, en fait, son cœur s'est cassé. Et de mémoire, la nouvelle se termine où la petite regarde le chambellan et dit « Alors désormais, je voudrais qu'on veille à m'offrir des cadeaux qui n'ont pas de cœur. » La nouvelle se termine comme ça. C'est saisissant. Je crois que c'était ça qui m'avait intrigué. Le côté conte de Grimm. C'est-à-dire dans Cendrillon, c'est pas Fleur Bleue. C'est à la fin, c'est les deux oiseaux qui se posent sur les épaules des sœurs et qui leur crèvent les yeux, sans plus d'explication. C'est cette brutalité-là qui nous marque et qui aussi nous construit dans ces histoires, qui nous façonnent comme êtres humains, qu'on raconte aux enfants et qu'on se re-raconte parce qu'elles touchent à des choses qui font partie de notre intérieur, de notre constitution. Chez Zemlinsky, je vous raconte un tout petit peu le cadre de pourquoi il s'est penché sur cette nouvelle. Il se trouve qu'il est tombé à une période compliquée, c'est qu'il y avait quand même des stars autour de lui. On pense à Mahler, on pense à Strauss, on pense à Berg. Il y avait vraiment des immenses compositeur, non pas que lui ne soit pas bien, mais il apparaissait où il pouvait apparaître, où il pouvait se sentir un peu comme un deuxième couteau, ce qui n'est jamais très très agréable à vivre. Il avait des élèves, et notamment une qui s'appelait Alma Schindler. Et il a eu une aventure avec elle. Et au moment où il aurait voulu aller encore plus loin, elle l'a éconduit de façon violente et méprisante, en lui disant « Mais enfin, vous rêvez ? Vous êtes un super prof de musique, mais c'est hors de question. Vous êtes un gnome informe. » Il se trouve que Zemlinsky lui-même était très laid, tout petit, avec un long nez, pas de cou. Voilà, il dégageait ça. Et elle lui a balancé ça dans la figure. Lui a été détruit par ce moment. Détruit, intérieurement. Et c'est ça qui est magnifique. Et la chance que nous pouvons avoir dans nos métiers, alors pas moi, parce que moi j'écris pas, c'est une autre écriture que la mise en scène, mais c'est le fait de pouvoir sublimer des choses qui nous traversent, qui sont tellement intenses que c'est de l'ordre de la nécessité de les partager avec d'autres. Et il a eu envie de monter un opéra là-dessus. Il a cherché un livret, justement, un texte. Il s'est d'abord attardé sur un autre, qui finalement il a abandonné, pour se retrouver avec l'anniversaire de l'infante. Et qu'évidemment, le déplacement, il est tout donné par rapport à l'infante qui devient le nain, c'est que c'est de lui dont il parle. Et que quand la première fois que j'ai vu cet opéra, c'était au Grand Théâtre de Genève, c'était Strosser qui faisait la mise en scène, et ce qui m'avait marqué, c'est l'orchestration, il y avait 90 musiciennes et musiciens dans la fosse, d'une puissance redoutable, face à un petit bonhomme. Un tout petit bonhomme sur le plateau, il y a relativement peu de protagonistes, et qu'il y a un décalage comme ça entre la puissance de la musique et puis ces braves chanteuses et chanteurs qui doivent passer par-dessus. Donc ça devient plutôt un exercice de prouesse
souvent, de passer et de braver sur cette musique qui finalement n'est qu'un cri. Le cri de Zemlinsky, étouffé au moment où Alma, qui est devenue en plus Alma Mahler, parce qu'elle a épousé Mahler, ça ne doit pas lui faire plus de bien que ça non plus, hein. Et pour le coup, le geste de création vient de cette souffrance extrêmement intime et qui raconte dans l'opéra et dans le livret de l'opéra. Comme je l'ai dit dans les grandes différences, outre le fait qu'il le place dans un décor qui est plutôt un intérieur avec un petit bout de jardin, il n'y a pas du tout le même rapport à la nature. Voilà, il n'y a pas de fleurs, elle ne parle pas, les animaux ne parlent pas. Comme je l'ai dit, l'infante a 18 ans et il y a un petit élément au tout départ, je n'avais pas forcément vu ça, et puis assez vite, je me suis penché là-dessus, parce qu'on parle d'un personnage qui s'appelle Don Alvarez. On en parle aussi, je crois, chez Wilde, mais c'est aussi un petit. Donc voilà, ça pourrait être un des prétendants de l'infante. À 12 ans, il reste encore un petit peu de chemin. Tandis que là, ce fameux Don Alvarez, dont on parle 3 fois de mémoire, mais en passant, hein, comme ça, c'est visiblement celui qui va être destiné à l'infante d'Espagne. Et que ça, dès qu'un lecteur comme moi pointe ça, c'est du jeu à venir. C'est du jeu à venir, parce que pourquoi on ne le voit pas? C'est quand même mystérieux. C'est d'une pièce où comme homme, il y a le chambellan et le nain. Sinon, on est dans un univers de femmes. Elles sont entre elles. On parle d'une cérémonie sacrée, qui est la cérémonie du départ des festivités pour son anniversaire, qui court chez Zemlinsky dans l'opéra de midi à une soirée, alors que le temps est donné en continu. Donc là, c'est peut-être le seul endroit où je vois une espèce de symbolique ou de transposition, d'écartèlement du temps, alors que le non-naturalisme chez Wilde, il est beaucoup plus présent que ça ne l'est dans l'opéra. Et puis, comme je le disais, c'est clair qu'une jeune fille de 18 ans qui se retrouve avec ce cadeau avec lequel elle ne va pas faire autre chose que jouer. Jouer. Avec l'insouciance qu'on peut avoir à 12 ans ou à 18 ans sur l'impossibilité de mesurer les conséquences que peuvent amener ce jeu-là. Il n'y a pas de conséquences. Et là, je revoyais cet après-midi en répétition une scène où les 3 caméristes viennent et un personnage qui, là, n'existe pas chez Wilde, mais qui existe dans l'opéra, qui s'appelle Gita, qui est la première suivante, et presque une amie, en fait, de l'infante. Et c'est elle qui va être amenée à devoir révéler au nain en lui présentant un miroir, ce qu'elle n'arrivera pas à faire. Et quand je répétais cette scène tout à l'heure, on a Gita qui a reçu un ordre. Donc là, forcément, il y a quand même un contexte, je dirais, social. On ne refuse pas une mission donnée par l'infante d'Espagne. Enfin, ça ne se fait pas. Elle lui a dit, tu fais ça. Elle le dit 2 fois. Elle lui dit, du musst, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc la 2e fois, elle est obligée de le faire. Elle est obligée de le faire. Et les filles, les 3 caméristes, arrivent de la fête, du bal qui est en train de se tenir. Et donc là, dans la mise en scène, je ne veux pas trop livrer et tout, il faudra venir voir le spectacle, mais voilà, elles arrivent. Il se trouve qu'elles ont profité, je ne sais pas si comme moi, vous avez déjà eu l'occasion d'assister à des buffets. Après une première, par exemple, il y a des gens qui sont des piques-assiettes. Hein. Mais on se dit qu'ils n'ont pas mangé depuis des semaines. À quel point ils s'accaparent des assiettes qui sont bondées comme ça. On dit, mais ils vont en mettre dans leur sac, dans leur poche, ils vont nourrir des voisins, je ne sais pas. Mais et là, pour le coup, mes 3 caméristes, elles ont quand même piqué 2-3 petits trucs à boulotter, et puis une coupe de champagne. Voilà, on est resté sobre, mais une petite chose. Et elles, donc, elles sont complètement dans l'esprit de la fête. Et ce qui est beau dans la scène, c'est que justement, le hiatus, le frottement, le choc qu'il y a entre l'état de Gita, qui sait que le nain va arriver, qu'elle va devoir lui montrer son image à travers le miroir, et ces filles qui sont en train de faire la fête et qui en disant « mais ça n'est rien, c'est un jeu ». Et puis, foi, il est ce qu'il est. Il est laid, c'est un nain, c'est d'une violence insensée. C'est probablement un des autres éléments qui m'a poussé à m'intéresser à cette œuvre-là. Bien sûr, je ne fais pas d'analogie dans le spectacle avec les réseaux sociaux, avec les téléphones portables. Je n'ai pas besoin de ça.
Néanmoins, sur les sujets de la tolérance, du respect, de la différence, de qu'est-ce que c'est facile de se dire, oui, mais bon, on peut passer par-dessus et puis on fait cas de tout le monde et on aime tout le monde. C'est pas vrai, la réalité, elle est différente. On est des êtres humains il y a des choses auxquelles nous pouvons être sensibles et d'autres auxquelles nous ne le sommes pas. Et d'une personne, autant qu'il y a de personnes dans cette salle, il y a autant de différences. Donc en tant que metteur en scène, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire, il faut penser comme ci ou comme ça. Et la chance que j'ai à travers Zemlinsky, ou à travers Wilde, ou à travers celles et ceux que je suis amené à monter, c'est que eux, contrairement à moi, posent correctement les questions. Les questions qui sont posées à l'intérieur des œuvres, en me permettant de faire de la philosophie en 3 dimensions, c'est-à-dire que par le corps, par les situations, par le fait que c'est ici, en chair et en os, dans le temps de la représentation, fait que j'arrive, en cherchant, en creusant, en essayant de comprendre exactement les mécanismes de l'être humain, de peut-être un peu mieux me connaître. Et en partage, de faire en sorte que le public, spectatrice, spectateur, va aller puiser à l'intérieur de la présentation ce dont il a besoin. On n'a pas tous les mêmes besoins. On n'est pas tous au même moment de notre existence. Et que chacune et chacun va aller puiser, encore une fois, quelque chose qui va lui être nécessaire, mais que je n'ai même pas forcément cherché à montrer ou à expliciter, qui est véritablement contenu dans l'œuvre. Donc cette confiance-là dans le spectacle ou la nature, et notamment de ce qui est raconté, et notamment là en l'occurrence cette violence par rapport à ce personnage du nain qui est maltraité, où tout le monde rit, alors dans un premier temps sous cape, mais ensuite ouvertement. Et lui interprète ça systématiquement comme « j'ai une mission sur Terre ». C'est d'amuser les gens, c'est de leur faire plaisir. Je vois, il me sourit, il rit quand il me voit, il ne comprend pas. Il est comme un enfant, comme on l'a vu dans la petite réplique que vous avez projetée du chambellan, on ne sait pas exactement qui est l'âge là. Il pourra avoir 20 ans, comme il pourra avoir l'âge du soleil. C'est assez ouvert comme spectre. Mais pour le coup, le fait est que il est dans un corps, on va dire, d'adulte, avec un esprit d'enfant. Contrairement à chez Wilde, dans l'opéra, dans le livret, on arrive à avoir un tout petit peu plus de traces sur son histoire, puisqu'il dira à un moment donné qu'il se souvient de 3 choses. Il se souvient de la maison où sa mère est morte, il se souvient des 10 ans qu'il a passé sur un bateau, un navire espagnol, et puis il se souvient de l'infante. C'est-à-dire qu'il dit, il y a 3 choses qui comptent maintenant pour moi, c'est ces 3 éléments-là. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu déjà des aventures à travers tout ce temps passé sur le bateau. Mais qui s'est aperçu à travers, bon là il n'y a pas de reflet, mais à travers la lame d'un couteau, à travers le fond d'eau dans un verre, où il dit « je suis poursuivi par un fantôme ». Quand on va lui parler de « mais vous avez conscience de comment vous êtes ?» et il dira « non, vous avez déjà vu un miroir ?»« Un quoi ?»« Un miroir. »« Ah non. C'est quoi un miroir ?» Ben c'est quand on a des amis, ils peuvent vous dire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de les croire. Le miroir, vous êtes obligé de le croire. Et il dit « ah bon, d'accord. Ah mais je crois que je sais alors ce que c'est. Ça doit être cette espèce de fantôme qui me poursuit. » Et qui lui fait peur, et la première fois qu'il l'a vu dans la lame du couteau, il a essayé de casser le couteau, c'est le capitaine du bateau qui lui a retiré, qui lui a enlevé, et on l'a préservé dans cet état d'ignorance, qui n'est pas loin pour moi je fais juste cette petite parenthèse sur l'abstraction, ce que je considère être comme une abstraction de la spécificité très singulière de ce nain qui ne se serait jamais vu, donc qui n'a pas conscience de qui il est, ou en tout cas de ce qu'il provoque. Et comme dirait Bertolt Brecht, seul on n'existe pas, on existe à partir du moment où il y a quelqu'un qui nous regarde. Et que là, je fais juste un lien avec une pièce qui s'appelle « La dispute » de Marivaux. C'est une petite pièce en un acte, et je parle de ça pour tirer le fil de l'abstraction, où on est en plein siècle des Lumières,
dans un très très grand niveau de bourgeoisie, se pose la question dans des discussions sur qui de la femme ou de l'homme va tromper en premier. Ça, alors par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne question sur le fond, mais néanmoins, Marivaux en a fait une pièce. Et il décide, les personnages se disent, on va se livrer à une expérience. Ils enlèvent des enfants, des bébés. Ils les élèvent séparément. Chacun dans des maisons différentes, voilà, jusqu'à la puberté, jusqu'à l'adolescence. Et ensuite, l'expérience, c'est de mettre une fille sur scène et de jeter un garçon sur scène, de voir ce qui se passe. Et ensuite, de retirer le garçon et d'envoyer une fille à la place du garçon. Regardez ce qui se passe. Ensuite, de mettre deux garçons ensemble. Ensuite, la première fille avec le deuxième garçon. Et toute la pièce, c'est ça. C'est l'expérimentation de cette chose qui est quand même très particulière si vraiment on la prend au sérieux, ce que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous imaginez d'avoir enlevé un bébé et de l'avoir élevé complètement séparément? Comment ils se retrouvent? Comment ils vont se parler? Comment ils vont se toucher? Qu'est-ce que c'est que la différence d'un corps? De découvrir qu'il y a peut-être une poitrine, qu'il y a quelque chose entre les jambes. Excusez-moi, je suis très trivial, mais c'est de ça dont ça parle. De comment on l'interprète, comment on en rend compte pour que ça ne reste pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre de l'esprit, mais quelque chose charnel de l'ordre du corps. Là aussi, forcément, ça donne une matière à jouer. Et là, dans le nain, on a cette chose-là par rapport à la spécificité de ce personnage qui est comme pétri d'une immense naïveté. Une immense naïveté. Et que là, dans la pièce, le moment où Gita, justement, doit répondre à l'injonction de l'infante en lui présentant un miroir, elle ne pourra pas le faire. Elle ne pourra pas le faire. Et ce personnage, pour le coup, est là aussi une des grandes différences et un des actes forts dans ce déplacement en fait, du récit, c'est qu'il y a, je vais dire, un personnage qui est quand même là pour sauver les autres. Quand même. C'est elle qui dira à la toute fin, non, mais je ne vais pas dire à la toute fin, hein, vous la connaissez, après tout, il ne va pas en réchapper hein, dans le nain, voilà, vous savez l'histoire, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas pour la fin qu'on vient le voir, c'est pour l'aventure qu'on va traverser avec ces personnages et la pertinence que M. Cortés, le directeur de l'Opéra de Lausanne, a de présenter cette œuvre sans l'adjonction d'une autre œuvre. En général, c'est présenté avec la tragédie florentine, avec un autre opéra. On en fait une soirée plus longue. Mais que l'intuition de Claude, c'était de dire non, il faut qu'on reste sur le choc que provoque la pièce, sur le choc émotionnel, sur ce à quoi ça nous renvoie, ce dont je parlais tout à l'heure, enfoui à l'intérieur de nous, que toutes et tous nous avons. De nos doutes, de nos peurs, de nos souffrances, de nos injustices, chacune que nous avons traversées, que nous pouvons être amenés à connaître. Et là, par la grâce du théâtre, par la grâce de la catharsis, il se passe cette chose que l'œuvre nous, je dirais pas nous soulage, mais nous apaise de quelque chose dans le fait que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et que ce pauvre nain, sacrifié tous les soirs, pendant 4 soirs à l'Opéra de Lausanne, il va paradoxalement faire du bien à celles et ceux qui l'auront vu. Parce que ce n'est pas nous qui resteront sur le plateau. Et puis que la chance au théâtre, c'est que celui qui est tombé, il se relève. Ça, c'est pas comme dans la vie, malheureusement. Mais la force, c'est qu'effectivement, c'est un passage comme ça où nous, on peut se projeter à l'intérieur de tout ce qu'il traverse et de tout ce qu'il voit. Il y a des scènes, mais qui sont d'une tension, alors qu'il se passe, et que je ferai en sorte qu'il ne se passe rien. Rien que la situation et ce qui est écrit. Et simplement l'adresse et le moment où le nain dira, au moment, vous verrez la scène du miroir, c'est une scène extraordinaire. Extraordinaire. Et je fais écho à L'Enfant sauvage de Truffaut, par exemple. Je fais écho à un petit texte dans Woyzeck de Büchner qui s'appelle le conte de la grand-mère. C'est un conte
sublissime, sublissime. Quelques lignes où voilà, c'est juste l'histoire d'un petit qui est sur Terre et il est très malheureux et ça se passe pas bien, il va aller sur la Lune, il va aller sur le Soleil et il va revenir sur la Terre et la Terre n'est qu'un pot renversé et il est là, il pleure et il est toujours là et il continue de pleurer. Et voilà, ce texte-là, pour moi, c'est exactement le moteur qu'il y a à l'intérieur, probablement déjà chez Wilde et forcément avec un zoom et un gros plan à l'intérieur du personnage du nain. Comme je vous le disais, on est dans un décor unique dans Zemlinsky, avec plutôt la salle du trône, la salle du palais, et avec Rudi Sabungi, le scénographe, on a déplacé un petit peu le sujet. Première interrogation, en abordant l'œuvre, c'est on est à peu près à 15 minutes du début des festivités de l'anniversaire et ils sont tout juste en train de commencer à préparer la table des cadeaux. Moi, je me suis dit, mais attends, quand je prépare un anniversaire, je prends de l'avance, on anticipe. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils soient si en retard ? Et je me suis dit, voilà, c'est l'hypothèse, on fait des hypothèses que je partage avec les artistes, c'était de dire, mais en fait, tout était prévu dans la salle du trône. Mais l'infante, qui est l'infante d'Espagne, qui a 18 ans, c'est son anniversaire, et elle est avec ses copines, elle est dehors, et elle a dit, non mais là je préfère que la séance des cadeaux, ça soit dans le jardin. Et là, il y a 250 personnes qui font... il y a tout le protocole, la communication, tout ça, qui se met en route pour tout déplacer et amener toutes les affaires de l'autre côté. Et que là, la proposition faite avec Rudi Sabungi, le scénographe qui signe également les costumes, c'est que tout se joue dans une très grande serre, qui me permet de raccorder avec la nature, avec les fleurs, avec ce que suggèrent les fleurs et cette image-là, où là on travaillait cet après-midi avec Adrian, celui qui va interpréter qui est un super acteur, interpréter le personnage du nain, et que je lui parlais des odeurs, de l'odeur entêtante du moment où il est dans le jardin, qui parle de la tiédeur, il attend l'infante qui a dansé avec lui, elle va bientôt revenir et il l'attend. Et c'est la première fois qu'il attend une femme. Mais il ne sait pas de quoi c'est fait. Il ne sait pas ce qu'il attend. Et il est là à dire, comme il fait chaud, peut-être qu'il va falloir l'aider à se déshabiller. Et il est dans le trouble et l'émoi de ça. Donc le fait qu'on puisse être dans cette serre-là et avec ces fleurs ou cette nature qui est omniprésente, fait que là aussi, dans la nourriture, pour nous qui regardons, mais également pour celles et ceux qui interprètent, il y a cette capacité d'aller puiser dans tous les sens. Dans tous les sens. Et particulièrement, un qu'on utilise relativement peu au théâtre, l'olfactif, et de se dire, qui est l'un des plus forts, l'un des plus importants. Il y a des odeurs qui nous font revenir la mémoire de façon fulgurante. Donc l'idée, c'était d'avoir ça avec la table de cadeaux, comme vous le voyez là, à jardin. Et puis, cette serre, elle s'ouvre sur une partie du jardin qui est derrière et qui est composée de ce qu'on appelle une tournette, c'est-à-dire un système mécanique qui permet de faire tourner le sol qui est à lointain. Avec une pente, donc suivant comment vous la tournez, vous avez un axe différent. Là, on le voit, on peut avoir une pente ou une contre-pente. Sur le jardin. Donc l'apparition du cœur au début avec l'infante se fait par le lointain. Ensuite, elles vont prendre d'assaut parce qu'elle a tellement de curiosité, l'infante, qu'elle veut absolument voir ses cadeaux. Donc c'est la bataille avec les caméristes, etc. etc. Là, c'est l'arrivée justement des jeunes filles dans le jardin. Après, ça, c'est l'arrivée du nain. Alors là, dans la tête du nain, à un moment donné, c'est compliqué de raconter une histoire comme ça, aujourd'hui. Mais tout court. Il ne s'agit en aucune façon de se moquer de qui que ce soit, de stigmatiser qui que ce soit. Et que je me disais, mais est-ce qu'il ne faut pas transposer, et que j'avais comme référence, à un moment donné, des personnages comme E.T., comme un personnage dans Harry Potter, un petit elfe de maison qui est tout le temps là à se flageller, et que je passais par quelque chose que je raccordais un petit peu avec l'univers qu'on peut avoir dans les métaphores de Wilde, et où je décalais. Donc il reste dans ce dessin une trace de ça. Finalement, on a renoncé à ça. Et que dans le costume même,
Je suis parti de quelque chose avec Rudy, comme peut-être connaissez-vous un film qui s'appelle Freaks, qui est un film qui est tourné avec on va dire des monstres, deux têtes pour un même corps, pas de tronc, un géant, un lilliputien, pas de bras, enfin des phénomènes comme ça de la nature. Et le film est bouleversant parce que quand on le regarde, ce ne sont que des êtres humains. Et que le film est bouleversant pour ça. Et que là, voilà, je suis allé repuiser là-dedans et j'avais le souvenir, moi petit enfant, où on m'a amené dans une foire où dans une caravane, il y avait une femme à barbe. Et le truc qu'on faisait faire aux enfants, c'était d'aller voir la femme à barbe, de lui toucher sa jambe parce que ça portait bonheur. C'est pas il y a 150 ans, hein. Enfin, je suis jeune, mais ouais, je suis pas si jeune que ça non plus, mais le fait est que j'ai pu connaître ça. Et de cette violence-là, et j'ai le souvenir de cette femme qui disait « Non mais, vas-y, touche. » Moi, je n'osais pas. Je disais « Mais je ne vais pas lui toucher sa jambe. » Enfin, c'était horrible. Et que pour le coup, l'idée du personnage de foire, de la bête de foire, et pour le coup de l'artiste, contre un bal, comme sur le bateau, pendant ces 10 ans, on devait le sortir comme ça pour aller amuser la galerie. Je suis parti de ça. Et que me disait, finalement, il a terminé dans une évocation d'artiste qui serait un artiste de 5e zone, comme pouvait se considérer Zemlinsky, un artiste de cabaret, de music-hall, et qui fait des numéros, mais nuls. Un numéro de magie où tout le monde, il y a 3 personnes dans la salle, dont 2 qui sont évanouies parce qu'elles ont trop bu. Il y en a une qui regarde, dit mais comme ça, juste. Et lui, il fait ses numéros. Et puis il attend. Le lendemain, on va l'amener dans un autre cabaret. Il va refaire une autre histoire comme ça. Mais c'est la déchéance. Et qu'il y a quelque chose dans le personnage du nain, par extension de Zemlinsky, du personnage d'un artiste, et de la place aussi d'un artiste dont on a souhaité rendre compte dans le costume. Donc c'est pas exactement celui-ci, mais vous le verrez à la représentation. Là, c'est la rencontre avec la grande scène, avec l'infante, où on voit qu'on peut jouer avec notamment mes camarades de la lumière sur des ambiances, comme je le disais tout à l'heure, de basculer, de passer de midi à la soirée. Et qu'on arrive à la fois par le jeu de transparence de la serre, mais également la toile peinte qui est à lointain, à faire bouger, pas tant pour être réaliste dans la chronologie du temps, parce que de toute façon, elle n'est pas juste dans le temps de la représentation, qui dure à peu près, il y a 1h15 de musique, je crois, 1h20, donc c'est pas, on ne fait pas 12 heures en 1h20. Donc il y a de toute façon une transposition. Mais c'est aussi une façon de rendre compte de l'état intérieur du nain et de la situation. Là, c'est le moment où il y a la fête, il y a le bal qui est derrière, on a le nain qui est devant, les caméristes qui sont un peu devant, et je vous montre l'image finale, en tout cas telle qu'elle est faite dans une image 3D. Après, voilà, il faut faire le spectacle, on verra si j'arrive vraiment à ça. C'est en fait, il y a une surprise partie derrière. L'infante est en train de danser avec ses amis, et notre petit nain qui est là et qui s'est effondré. Et que le choc de cette violence-là, où Zemlinsky dans la musique repart sur la musique du bal, un truc très léger, qui est très dansant, et tout d'un coup, bam, chat, et il retrouve la fin, en fait, de la nouvelle, mais transposée, évidemment, musicalement, où on a le choc de la légèreté de la réplique, de l'attitude de l'infante juste avant, c'est pas exactement la même réplique qu'il y a chez Wilde, mais elle a tout à fait la même violence. Et puis, là où il ramène, c'est à comment lui a pu se sentir mourir dans une histoire intime, une histoire de cœur, l'histoire d'Alma, bientôt Mahler, qui l'a rejeté en lui disant « Vous êtes un gnome informe ». C'est cette chose-là qu'on essaie de mettre en partage à l'opéra. C'est une œuvre magnifique, forte. Je ne peux évidemment, au nom de Claude Cortès, de toute l'équipe de l'opéra, de tous les artistes, vous encourager à venir nous rejoindre. Je sais que ça commence à partir du 26 avril, je crois. Et je vous remercie infiniment de votre attention.
Merci beaucoup Jean Lhermier pour votre générosité et votre énergie. Je propose que vous preniez place devant. On va prendre encore un peu de temps d'échange avec justement Juliette Loge qui est chargée de cours à la section d'anglais et Constance Frey qui est musicologue et professeure associée à la section d'histoire de l'art et 3 de leurs étudiantes donc de l'enseignement dont elles vous ont parlé tout à l'heure. Il s'agit de Lyrie Ibrahimi, Cheyenne Wild et Delphine Martinet et qui vont donc vous poser quelques questions autour de votre mise en scène. Très bien. Alors, on va attendre que tout le monde ait pris place. Bonjour, bonjour. Alors tout d'abord, de la part de nous, les étudiantes, merci d'être ici pour cette intervention. Donc on aimerait approfondir ce sujet en fait en vous posant quelques questions. Dans le cadre de notre séminaire, on a travaillé un peu ensemble et on a pensé à quelques questions à vous poser. Et tout d'abord, donc, par rapport au processus créatif, vous avez déjà parlé de la manière où vous étiez influencé ou inspiré par l'œuvre de Wilde. Et on est un peu curieux de savoir un peu les méthodes que vous utilisez quand vous commencez à mettre en scène un opéra. Donc, est-ce que vous lisez? Est-ce que vous écoutez beaucoup de chansons ou de la musique? Ou est-ce que vous faites des autres choses? Voilà. Alors, à l'opéra, évidemment, il y a déjà la musique qui est donnée par l'œuvre. Et après, c'est tout un travail, on va dire, de dramaturgie et d'essayer d'amener des références dans la première partie du travail qui se partage avec les artistes. Donc au théâtre, c'est autour d'une table. Là, on le fait aussi autour d'une table, où je viens avec beaucoup de références. Qu'elles soient de l'ordre de littérature, je peux parler brièvement tout à l'heure de Wojciech, de Büchner, mais je pourrais parler de Baudelaire dans Une mort héroïque, pour un jeu de scène particulier, des tableaux. Donc on va puiser des films, beaucoup de films. Il y a un film voilà, que quasiment systématiquement je demande à voir, qui est un documentaire qui s'appelle Récréation, de Claire Simon. Vraiment, si vous avez l'occasion, regardez ce film. Je crois qu'on peut le trouver même, c'est pas bien, mais on peut le trouver sur YouTube. Voilà, il ne faut pas faire, mais faites-le. Et là, c'est 52 minutes de cours de récréation filmés à hauteur d'enfants de 5 à 6 ans. Il y a 5 séquences, je crois. C'est la jungle. Je ne voulais plus envoyer mes enfants à l'école. J'ai dit, mais c'est horrible, c'est horrible. Chaque fois, c'est une façon de devoir conquérir, de devoir s'affirmer, de devoir trouver sa place dans un effectif. Et que là, voilà, c'est fait de plein d'éléments comme ça que je vais rapporter, que eux aussi peuvent être amenés à apporter pour qu'on ait un matériel commun ensuite dans des références sur une scène, sur un jeu de scène, sur un sens, sur une réplique ou sur l'univers en général d'une œuvre. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Et vous avez déjà répondu à beaucoup de mes questions, donc merci pour ça. Donc, je vais poser cette question. Quels sont les plus grands défis d'une mise en scène de cette production ? D'essayer de faire en sorte qu'on l'entende vraiment. Ça, mais pour cet opéra ou pour quelque œuvre que je puisse être amené à monter, c'est d'essayer d'être le plus honnête possible. Le plus honnête pour servir à la fois ce qui a été à l'origine, le Wilde, la transposition qu'ils ont faite à travers le livret, la musique, et vraiment de m'inscrire dans une écriture sur une œuvre, mais qui se fait tout le temps pour la donner à entendre ici et maintenant. C'est-à-dire que là, c'est valable pour Zemlinsky 1922, mais c'est d'autant plus valable pour... là, je viens de monter le Tartuffe de Molière, c'est 1669. On ne monte pas des spectacles pour les gens qui sont dans les cimetières. Je veux dire, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de les mettre en jeans et en basket, les interprètes. Ce n'est pas ça qui fait que c'est contemporain. C'est véritablement l'aspect universel ou qui peut nous concerner aujourd'hui, il est dans l'œuvre. Sinon, il n'y a aucune raison de la monter. Ça ne sert à rien. Il y a des œuvres qui sont passées, où on n'arrive pas à trouver, où c'était quelque chose qui concernait une époque, mais qui ne traverse pas le temps. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à trouver, par le jeu, par l'interprétation, par le cadre aussi dans lequel on fait évoluer les protagonistes, pour que ça soit immédiatement recevable par un public
d'aujourd'hui, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine sociale. Le but, c'est vraiment d'arriver à trouver le nerf de la situation. Là, c'est joué en allemand. C'est quand même un texte qui a été écrit en anglais, vous l'avez dit, donc il y a une traduction qui est faite, et que là, mon travail est de faire en sorte, bien sûr, il y a des surtitres, mais que quelqu'un qui aurait de la difficulté à lire, il peut comprendre, il se met à être frappé par l'Esprit Saint. Ça, c'est même une langue comme celle de Molière. Hein. Molière, c'est compliqué, Marivaux, c'est très compliqué à donner à entendre aujourd'hui. Mais par l'interprétation, par le jeu, par la lisibilité ou la clarté d'une situation, de la mise en scène, on arrive à faire en sorte que, comme je le dis, à un moment donné, il n'y a plus la barrière de la langue, où il y a plus, ça devient une histoire qu'on suit comme un polar. C'est ça l'objectif, le défi. Après, il y en a un autre, il est concret, c'est est-ce qu'il faut engager un nain pour jouer? Ça, c'est une vraie question. Hein. Est-ce que c'est trahir, pas trahir, d'avoir quelqu'un qui va jouer à et je vous le cache pas, quand j'ai rêvé il y a longtemps à l'idée de monter ce spectacle, un spectacle, le nain, pas du tout, c'était pas du tout encore question, l'opéra de Lausanne, ni rien du tout. Je voulais faire ça avec un chanteur, peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Thomas Quastorf. Ouais. Et lui, il se trouve que il n'a pas de jambes. Ses bras sont atrophiés. Et que j'avais des témoignages de gens qui l'ont entendu chanter au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, où on est venu, on le portait et on le posait sur le piano. Toute la salle était sidérée. Ça fait un effet comme ça de se dire ah! Et il se met à chanter. Et là, il n'y a plus de corps. C'est la voix. Et tout le monde est emporté par ça. Et je me disais, mais pour bien en rendre compte, il faudrait que j'ai ça. Ou il faudrait que je trouve une transposition de ça. Qui fait que quand on le voit, on se dit ah, le pauvre, mais c'est horrible, mais il faut qu'il y ait ça. Quelque chose de l'ordre de la répulsion dans un premier temps, pour qu'après, il y ait tout ce travail d'empathie qui va se construire à l'intérieur pas des protagonistes, mais du public. On n'a qu'une envie, c'est de monter sur le plateau pour le défendre. Mais ça, dans la réalisation théâtrale, ça reste quand même un défi, des questions qu'il faut se poser et qui sont pertinentes à poser aujourd'hui. Merci. Justement, vous venez d'aborder cette question du conflit entre guillemets entre la beauté de la voix du nain et du coup sa difformité visuelle. Est-ce que dans cette idée, il y aurait aussi, est-ce que vous envisagez de mettre en scène le conflit intérieur du nain aussi de manière visible? Je fais notamment référence à une certaine représentation qu'on avait vue en classe d'Herzberg, qui a été faite en 2019 à Berlin et qui en fait utilisait un nain comme acteur pour jouer le rôle du nain, mais qui utilisait un chanteur du coup pour cette voix, cette beauté. Et donc, est-ce que vous avez envisagé cette possibilité aussi? Oui, ça fait partie des hypothèses de travail. Et je me suis mis en échec très rapidement en disant, qu'est-ce que je raconte en faisant ça? Je raconte que le nain ne pourrait pas avoir cette voix-là, en les dissociant. Et c'est hors de question que je monte ça, comme ça. Oui. Ça n'est pas possible. Je me dis, soit on trouve la personne qui fait la symbiose de ça, mais de séparer, c'est un aveu de faiblesse. Enfin, pardon, c'est de l'interprétation de ma part, mais non, c'est la même personne. C'est un contresens presque de le montrer comme ça. C'est parce que ça veut dire que lui ne peut pas atteindre ça. Et qu'on va utiliser quelqu'un physiquement qui de toute façon ne va pas chanter, et puis la partie belle, elle va être jouée pas par un nain ou par quelqu'un de difforme, par un chanteur qui n'est pas touché par cette différence-là. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Oui, non. Mais moi, je sais pas faire ça. Et que je dois trouver le chemin pour que justement la démonstration qui est faite et que Zemlinsky essaye de faire, c'est que malgré sa silhouette ou ce qu'il pouvait dégager de par son être et ce qu'il dégageait, il n'en reste pas moins qu'il a un cœur qui bat et que cette beauté-là, on l'a toutes et tous. Et que le vrai travail, c'est la reconnaissance de ça, l'acceptation de ça, de l'altérité, de ce vrai travail de générosité, de bonté, de bienveillance, qui n'est pas une chose simple dans la société dans laquelle on est. C'est pas une chose simple.
Il y a des canons, il y a des manières d'être où il faut être comme ci, il faut être comme ça, des injonctions en permanence, pas qu'à travers la publicité, dans la société dans laquelle on est. Et que pour le coup, je tiens à ce que ça soit la même personne. Alors, à un moment donné, j'ai pensé à une marionnette, on a travaillé sur plein de pistes pour essayer de styliser ou de théâtraliser ça. Et que finalement, non, j'en suis revenu à une chose beaucoup plus basique et de faire le pari que par le costume, par le maquillage, par le travail des artisans qui composent la constellation des métiers du théâtre, je pouvais arriver à ce que ça soit une seule et même personne. Et que, encore une fois, comme je le dis, parce qu'ils ont toutes des sublimes voix. Celle qui joue l'infante, elle vient d'avoir le prix des trucs de la musique, les victoires de la musique classique. Elle a le prix de la révélation féminine, Tamara. Elle est extraordinaire, elle a une voix tombée, vraiment. Et en plus, elle est super comédienne. Donc, c'est difficile à l'opéra de se dire, il y en a un qui a une plus belle voix que les autres. Et donc, ça doit passer par un autre chemin, qui est le chemin du phénomène de rejet du personnage dans un premier temps, et puis de comment, par l'histoire, par la violence du récit et de ce qui lui arrive, on est touché par de l'empathie et qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur de nous. Donc il faut trouver le cadre qui permet ça. Merci. Mais encore une fois, je ne critique pas ce qui s'est fait à Berlin. C'est super et tout, et Berlin c'est super comme ville, et tout est bien. Voilà. Bien, mais ça va se passer sur la gauche, là, cette fois. Pardon. Bon, j'avais bien 5 pages de questions, maintenant j'en ai 15, alors j'en sélectionne une. Non, mais c'était passionnant. C'est passionnant de vous entendre, Jean Lhermier. Justement, pour rebondir sur ces questions de l'anti-narcisse, moi j'aimerais savoir quelle est votre vision du travail de l'éclairage, parce que bon, moi j'ai une oreille musicale, évidemment, c'est un défaut professionnel, mais je me dis que ce nez de Cyrano, cette bosse du nain, sa taille, etc., avec le jeu de lumière, et maintenant que vous avez dévoilé le secret de cette mise en scène... Vous n'en parlez pas, hein. Ça va. C'est cousu, bouche cousue. J'aimerais bien savoir s'il y aura des jeux d'échelle et de proportions, d'ombre, parce que vous avez des espaces quand même qui ont été créés. Ce ciel, par exemple, pourrait voir apparaître un détail pour accentuer cette laideur et à la fois la beauté du chant. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des passages lyriques qui sont à tomber par terre. C'est d'une beauté mais inouïe. Donc c'est une partition qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut écouter plusieurs fois pour se familiariser. Ouais. Vous allez vraiment, après. Mais complètement, vous allez être envoûté par cette partition. Peut-être la première approche est un peu plus rugueux, mais ensuite, voilà. Donc est-ce qu'il y a, quel est le travail de la lumière dans cette mise en scène? C'est ça qui m'intéresse. Là, on peut le voir. Alors, je ne suis pas encore sur le plateau. Comme je le disais, mais on peut voir juste dans une des propositions là de Roudy, là, l'histoire d'un projecteur qui part de bas à jardin et qui fait qu'il y a l'ombre projetée de l'infante qui est derrière. Oui, mais pas du nain. Non, pas du nain. Mais je peux la voir avec lui. Et il y a toute une scène de la rencontre où elle demande à tout le monde de partir et elle peut se retrouver seule avec lui, qui se fera en haut de la contrepente, donc la petite tournette qui est derrière, qui est là, où je peux jouer avec le nain qui va être plus grand qu'elle. Et c'est ça, parce que ces jeux d'échelle, ça renverse aussi la Bien position sûr. Du faible et fort. Et... C'est drôle que vous me disiez ça, parce que tout à l'heure, avant de commencer le spectacle, je commande des jouets. C'est-à-dire des listes d'accessoires et de choses comme ça, en disant on va avoir besoin de ça, de ça, de ça. Et j'ai demandé un petit théâtre de marionnettes. Voilà, c'est référence à Kleist, et puis et à Bergman. Dans Fanny et Alexandre, peut-être que vous vous souvenez de cette image où Alexandre est derrière. Donc il y a le petit théâtre qui est là, face à vous. Il y a les personnages qui sont là, et on voit la tête d'Alexandre qui est immense, évidemment, par rapport au petit personnage de la maquette. Et que je voulais qu'au moment de Mädchen, la chanson triste que va chanter, parce qu'il ne peut plus chanter de chansons joyeuses, va chanter le nain quand on va lui demander de le faire. Et je voulais qu'il y ait ce petit truc de marionnette, et puis que tout d'un coup, c'est lui qui devienne le géant. Pour le moment, je n'ai pas réussi à l'intégrer.
Mais c'est clair qu'on joue, mais pas, ce que je veux dire par là, c'est pas uniquement à travers la lumière. Non, mais parce que aussi la lumière, ça guide l'oreille. Hein. Quand on est dans des zones d'ombre, on écoute autrement, donc ça pilote l'attention. Enfin, voilà. Merci beaucoup Jean Lhermier. Je pense que maintenant, rendez-vous est pris à l'Opéra de Lausanne pour découvrir votre mise en scène après tout ce que vous nous avez montré et partagé. Merci pour votre énergie, vos réflexions passionnantes. Merci aussi à Juliette Loesch, à Constance Frey et aux 3 étudiantes du cours pour les questions. Merci à vous pour votre présence. Et puis, vous n'allez pas partir les mains vides, on a un petit cadeau pour vous. Des lectures qui vont peut-être vous inspirer pour de futures mises en scène. La revue Études de lettres fête ses 100 ans, c'est la revue de la Faculté des Lettres, et donc on a le plaisir de vous offrir bien sûr un numéro qui date un petit peu, mais sur l'opéra. Et puis le dernier numéro qui réunit des conférences inaugurales de nos collègues professeurs. Donc je suis sûre que vous allez trouver dans cet arbre à lettres de quoi être inspiré pour une prochaine mise en scène. Je vous propose qu'on poursuive la discussion autour d'un verre de l'amitié qui nous attend à l'extérieur de la salle. Et je vous propose d'applaudir encore une fois Jean Lhermier. Merci. Bravo à vous.